Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Multi-21. Je suis avec Pierre Mesley. Salut Pierre. Salut Clément, salut à tous. Et aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix du Japon. Alors on n'a pas débriefé le Grand Prix de Singapour la semaine dernière, mais c'était une épreuve assez ennuyante finalement malgré tous les rebondissements. C'était un peu bizarre. Mais ce Grand Prix du Japon, on devait en parler pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a eu des moments qu'on a appréciés, il y a eu beaucoup de moments qu'on n'a pas du tout aimés. Je pense que Pierre, on peut commencer tout de suite par parler de la problématique principale de cette course, qui est cette grue en piste qu'on a vue. Un petit rappel des faits, au premier tour, Carlos Sainz se crache tout seul. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser l'ami Formula Blabla chez qui j'étais samedi soir en live et qui a dit demain il pleut, il y a des graviers, donc ça va être difficile pour Carlos Sainz. Effectivement, ça n'a pas loupé, il n'a même pas fait un tour. Mais bon, c'est très bonne prédiction. Voilà, bonne prédiction. Et donc, pendant que les voitures rejoignaient la safety car, une voiture était assez en retard, c'était celle de Pierre Gasly, parce qu'elle s'était pris un panneau publicitaire. Encore une fois, ces panneaux qui sont posés juste devant les murets des pneus et non pas des bandes collées sur les murets des pneus, ça pose problème aussi, mais ça, c'est encore autre chose, il faudra qu'on en reparle. Qui avait été arraché au moment de l'accident de Sainz. Absolument. Et Gasly donc qui passe devant la voiture de Sainz, et au moment où il passe devant la voiture de Sainz, on est sous drapeau jaune, et qu'est-ce qu'il croise? Deux véhicules, un camion, donc les fameux camions sur lesquels on va poser les voitures arrière, et surtout une grue, et ces grues là on les connaît à Suzuka, c'est quasiment la même grue que ce qui s'est passé en 2014, et ça on va en reparler. Donc la revoir avec des voitures en piste c'était inadmissible, et Pierre Gasly qui a été convoqué après pour une violation flagrante de l'article 57.2 en disant qu'il avait, qu'il avait roulé à plus de 250 km/h sous drapeau rouge. Alors, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que l'article 57.2 ne mentionne pas de vitesse max. Ça ne mentionne même pas de delta. Je vais te laisser en parler, Pierre, parce que je sais que tu es comme moi très énervé par le sujet, parce que toi comme moi, on était déjà là pour le Grand Prix du Japon 2014. À l'époque, on était sur un forum, on en discutait à plusieurs, et ça nous avait énormément touché ce qui s'était passé. Et le revoir 8 ans plus tard en F1, une scène similaire, c'est inadmissible. Alors, juste petite parenthèse perso, moi en plus au Japon 2014, à ce moment-là on était sur un forum où on faisait des petits paris. Et jour funeste pour la F1, c'est le jour où je gagne au niveau des pronos. Donc bon, c'était une victoire virtuelle mais très très amère. Parce que on savait que ce qui s'était passé était grave. Maintenant, je dirais, dans un premier temps, pour vous qui nous écoutez, qui n'êtes pas forcément au fait ou des experts au niveau du règlement sportif, l'article 57.2, Clément l'a résumé, je vous le lis très simplement. Ça concerne donc la procédure de suspension d'une course, aussi bien pour une sprint qu'un GP. Lorsque le signal est donné, les dépassements sont interdits, la sortie de la voie des stands est fermée et toutes les voitures doivent regagner lentement cette dernière. La première voiture entrant dans la voie des stands doit aller se garer au bout de celle-ci, attendant à la sortie, et toutes les autres monoplaces devront suivre la première voiture. Clément, tu l'as rappelé, on parle de lentement, mais concrètement, il n'y a pas de vitesse minimale ou de vitesse maximale clairement marqué. Ça, c'est la première chose. Je m'insurge. Je ne comprends pas qu'on sanctionne un pilote et qu'on décide après d'ouvrir une enquête sur la présence de ce camion et de ces deux véhicules d'intervention. Concrètement, pour moi, c'est quelque chose d'isolé. La première fois, on est sous régime de drapeau jaune. Gasly est repassé par les stands pour changer son aileron avant, qui était passablement abîmé après avoir récupéré le morceau publicitaire suite à l'accident de Sainz. Concrètement, pour moi, il est après sous le coup de l'émotion. Il passe à 2 mètres de la grue. Donc 2 mètres dans des conditions qui nous ont rappelé malheureusement 2014.
Euh, et en fait, non, c'est pas possible. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est on est quasiment sur des conditions assez similaires que le drame qui nous a ébranlé il y a de ça 8 ans. Ça se passe sur le même circuit. Je me permets de paraphraser un petit peu les propos de Gasly, où en fait il disait que c'était irrespectueux envers la famille de Jules Bianchi. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, on a cette impression que limite on attend un deuxième drame et on n'est même pas sûr qu'avec ce deuxième drame ça bougera encore. On a en plus on a eu de nouveau des exemples, enfin depuis 2014. Pour moi, le plus récent, c'est encore à Monza, où, fin de course un peu polémique, même si réglementairement parlant, à peu près tout a été respecté. Euh, mais encore une fois, quoi. Enfin, je veux dire, on est sous régime de safety car, drapeau jaune. Il y a un véhicule qui intervient sur la piste, etc. Pour moi, il y a vraiment une grosse question à se poser sur ce règlement sportif, de se dire véhicule d'intervention uniquement sous drapeau rouge. Il ne faut pas que les pilotes... Et sous drapeau rouge avec des pilotes qui sont rentrés. C'est-à-dire pas au moment où on déploie le drapeau rouge, mais au moment où les pilotes sont rentrés. Non, oui, t'as anticipé la fin de ma phrase, mais c'est exactement ça. Et bien tout simplement, sur le lieu de l'accident, on en parlait, on était plusieurs à émettre cette idée. Sur un secteur, si l'accident s'est produit et n'implique qu'un pilote sur un secteur, et bien dans ces cas-là, passer le secteur au pit limiteur. Ça peut être le cas aussi. Et puis, enfin, tu parlais du fait qu'on soit à Suzuka, mais ce qui est pour l'Italie, je sais que nous on avait cette position-là. D'autres avaient une position en disant mais on est sur le sec, c'est pas pareil. Je peux entendre les deux positions parce qu'on est sur le sec, très bien. Mais sous la pluie, moi je me souviens en 2007 quand au Nürburgring il y a toutes les voitures qui s'entassent dans le premier virage et qu'on fait sortir une grue et que Vittorio Liuzzi se sort sous la pluie derrière le safety car, parce que sous la pluie c'est pas les mêmes conditions derrière le safety car, et qui se fait juste arrêter par la grue, l'arrière de sa voiture se fait arrêter par la grue mais ça aurait été l'avant, il y passait. 7 ans après, tu l'as dit, on a le drame avec Jules Bianchi. Et là, tu te dis, bon, l'accident de Liuzzi, on ne l'avait pas pris au sérieux parce qu'il n'y avait pas eu de mort, il n'y avait pas eu de blessé, il n'y avait rien eu. Là, on le prend enfin au sérieux. Sauf que 6 ans après cet accident-là, en Turquie, au moment des qualifications, on a le drapeau vert qui est donné alors que la grue est encore sur la piste. Et on se souvient des conditions en Turquie 2020 qui étaient quand même sur un circuit avec un asphalte refait sous la pluie, donc dans des conditions qui sont peut-être les conditions les plus bizarres qu'on ait vues sur les dernières années. Et tu avais une grue en piste dans le virage 8 en Turquie, qui est le virage le plus dangereux, 6 ans après la mort de Jules Bianchi. Là, tu reviens 2 ans après cet incident sur le circuit où Jules Bianchi est mort. Je suis désolé, pour moi il est mort ce jour-là. Même s'il a essayé de se battre pendant des mois, tout s'est arrêté à partir de là. Sur ce circuit-là, tu te retrouves avec le même type de grue en piste alors qu'il y a encore des pilotes. Je suis d'accord avec toi sur l'idée du pit limiter, tu vois, et je pousse avec toi là-dessus quand on est sur sec. Mais quand on est sur mouillé, c'est une fois que toutes les voitures sont rentrées au stand, point barre. Il n'y a pas d'intervention sinon. Soit vous trouvez un moyen d'avoir des grues qui sont derrière les barrières et vous soulevez les voitures depuis derrière les barrières et vous les ramenez comme à Monaco, soit vous faites comme ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. Moi, je suis désolé, mais ça m'horrifie. Et les gens qui nous disent que c'est une tradition japonaise d'avoir des tracteurs en piste comme on en a en Super GT japonais. De 1, le Super GT, c'est des voitures fermées, donc ça n'a rien à voir. Et de 2, c'est pas une tradition japonaise puisque, je l'ai dit, on l'a eu en Turquie il y a 2 ans. Donc ça n'a rien à voir avec le Japon, ça a à voir avec la FIA et la F1. Et puis, concrètement... Gasly disait la chose suivante: même à 100 km/h, si j'avais perdu le contrôle de la voiture et heurté une grue de 12 tonnes, je serais mort en ce moment. Et tu parles de Gasly, je te laisse parler de Russell qui aussi a eu des mots très forts et qui lui est président du GPDA et qui a essayé d'appeler Mohamed Ben Sulayem président de la FIA pendant le drapeau rouge. Tout à fait. Alors, c'était sur les interventions, c'était sur les interviews, excusez-moi, d'après-course, où Russell disait ce n'est pas l'incident de Pierre Gasly, c'est l'incident de la FIA.
en disant clairement qu'il y avait eu une connerie faite de la part de la FIA. Pour moi, des commissaires n'interviennent pas de leur plein gré, ils interviennent une fois que la FIA leur donne le feu vert d'une certaine façon. Et qui avait donné l'ordre aux voitures d'intervenir en 2014 sur la piste? Charlie Whiting. Et qui avait mené l'enquête après? Charlie Whiting. Et là, qui va mener l'enquête? La FIA, donc par le biais des commissaires de piste. Alors, je sais plus si c'était Fargas ce week-end ou un autre, mais c'était Freitas. C'était Freitas. Donc Eduardo Freitas. C'était Freitas. Oui, Eduardo Fargas, c'est un pilote GT. Je confonds les Portugais. On est à un partout. mais tu vois, que ce soit les personnes qui aient donné l'ordre qui enquêtent après, c'est pas admissible. Et encore une fois, c'est ce qu'on a dit au début, mais ils peuvent sanctionner Pierre Gasly s'il a fait une faute sous drapeau rouge. Mais là, on est avant le drapeau rouge. Tu peux très bien sanctionner le mec et quand même ne pas occulter cet événement-là. C'est un événement qui est complètement dissocié de ça. Et je suis désolé, mais ils sont en tort total. Et moi, je comprends la colère des pilotes. Les pilotes prennent des risques, c'est normal. Si demain, un pilote meurt dans un accident qui est causé par un crash entre plusieurs voitures, bien évidemment, ça sera terrible. Mais qu'est-ce qu'on y pourra? Ça sera la course. Là, c'est pas la course. Là, c'est un événement extérieur. C'est incontrôlable et c'est contre leur volonté. C'est pas des animaux de cirque. Et ça, on doit le garder en tête. Ça reste des humains. Et ce qui est dommage, c'est que sur un accident qui aurait pu mal se finir, ça décrédibilise la FIA, mais ça va même plus loin parce que ça décrédibilise leur politique de sécurité de ces dernières années. Absolument. C'est-à-dire notamment avec l'introduction du halo, etc. Moi concrètement, sur ce genre d'incident, je suis pas sûr que le halo il serve à grand chose. Tout dépend à quelle vitesse tu arrives, mais effectivement, je sais pas si ça sert. Après, on l'a vu que sur l'accident de Romain Grosjean, ça avait très bien servi. Donc peut-être, mais c'est pas une raison. Oui, mais on était dans le cadre d'un incendie. Non, mais je te parle avant, quand il traverse le rail, tu vois. Quand il traverse le rail. Oui. Mais encore une fois, un rail, il est là sur la piste, quoi. Il est là tout le temps. C'est pas un camion. Il fait pas 12 tonnes. Et il fait partie intégrante de l'environnement de course normal que les pilotes acceptent comme risque. C'est pas la même chose qu'un camion. Bref. Je pense que beaucoup de gens vont revenir là-dessus comme nous et je suis très content de la réaction de la plupart des gens, que ce soit des pilotes, des membres des équipes. Fred Vasseur a eu des mots très justes, des fans. Je suis très content de ce que moi j'ai lu sur les réseaux sociaux depuis 2 jours. Tout le monde va dans le même sens et on doit absolument ne pas laisser passer ça de la part de la FIA. On a été trop laxiste après la Turquie en 2020 alors que c'était déjà une brèche. Là, on doit être tous contre eux et faire en sorte qu'ils mènent une enquête, qu'il y ait une enquête indépendante, que ce soit pas eux qui mènent l'enquête déjà, qu'il y ait une enquête indépendante et qu'on ne revient plus jamais ce genre de choses. Tout à fait. Et puis, du coup, on vous rappelle du coup la sanction, c'est concrètement 20 secondes rajoutées sur le temps de course. Donc bon, il était 17e, il termine 18e, ainsi que 2 points rajoutés sur son permis FIA. Ce qui fait, de mémoire, je crois qu'il est déjà à 9 points, donc il est à 3 points d'une course de suspension. Absolument, ouais, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de la FIA qui a été ridicule. Je te propose de continuer sur la FIA qui a été ridicule, mais sur un autre sujet. C'est cette affaire des points attribués en fin de course, puisque tout le monde se souvient bien évidemment du Grand Prix de Belgique 2021. Qu'est-ce qu'on avait ri, qui avait amené une nouvelle règle de la part de la F1 qui disait que si la course ne se terminait pas sous drapeau à damier, si la course se terminait par une interruption de drapeau rouge, si en gros on n'atteignait pas la limite de temps, mais qu'en même temps on ne terminait pas la limite de tours, on faisait un ratio par rapport au nombre de tours parcourus d'un certain nombre de points. Donc tu avais entre 0 et 25%, entre 25 et 50%, entre 50 et 75%, et au-delà de 75, c'était le barème complet. Ça, tout le monde l'avait compris. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé, et ni nous, ni les équipes, ni la FIA, c'est le cas de figure où on termine la course sous drapeau vert dans la limite de temps imparti, mais pas dans la limite de tours imparti. Ce qui s'est passé là, c'est-à-dire qu'on a terminé dans la limite des 3 heures, mais on n'a pas fait l'intégralité des tours. Et là, la règle est simple, c'est que comme on a fait l'intégralité de la durée d'une course possible, eh bien on attribue la totalité des points. Alors qu'on est quand même sur le 5e Grand Prix le plus court de l'histoire. c'est quand même délirant.
Pierre, je te laisse donner ton avis, mais il y a eu encore une fois une communication pas claire de la part de la FIA. Les torts sont partagés avec les équipes sur ce coup-là, mais la FIA a encore complètement manqué sa communication et peut-être même manqué son règlement sur ce point-là. Alors, je me permets de paraphraser ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé dans la presse et qui me semble juste, c'est-à-dire que l'attribution complète des points en jeu n'est donc plus dépendante de la distance couverte, ce qui est donc quand même un changement important dans l'essor de la F1. Ce qui veut donc, et si on prend, si on va à l'extrême, ça veut dire que même si la course avait été relancée pour les 10 dernières minutes seulement avant la fin, c'est ce que j'allais te dire, ouais. N'avait donc pas couvert, n'avait donc couvert que quelques tours. Bah là, pareil, il y avait l'ensemble des points. C'est clair, c'est que si on avait eu par exemple un Belgique 2021 mais avec juste un tour en plus sous drapeau vert à 1 minute de la fin, tu vois, genre qu'on a fait 10 bornes, on aurait eu 100% des points d'un Grand Prix de 305 km pour 10 bornes. C'est complètement fou. On a retiré une règle en ajoutant une. On n'a pas été capable de garder les deux. Qui est encore plus nébuleuse. C'est-à-dire si une course est suspendue conformément à l'article 57 et ne peut être reprise, les points pour chaque championnat seront attribués selon les critères suivants. Ouais, mais ça, à la limite, qu'ils le fassent, bon, c'est très bien, ça nous évite d'avoir les points complets pour des courses de 10 km, ça je veux bien. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a enlevé la règle de quand on termine une course sous drapeau vert? Enfin, c'est ça qui me... Oui, non, mais c'est... et du coup, ça va amener à une nouvelle réécriture, mais une nouvelle réécriture de cet article où il y aura forcément une faille à un moment donné. Mais enfin, ici, c'est pas sur cet article, ça sera ailleurs. Mais j'embrasse notre cher Thomas, mais qui disait qu'il fallait tout effacer, tout réécrire. Tout effacer, tout remettre à plat, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est... Enfin, là, on est quand même... Je te lance là-dessus, mais on est quand même sur la 3e saison dans l'histoire seulement, avec 2 Grands Prix de moins de 250 km dans une saison. Et tu es d'accord avec moi qu'on pouvait repartir au moins 30 minutes avant, mais que toute la procédure a fait que on a perdu un temps précieux. Tu parlais de communication. Pour moi, la communication, on en a eu des exemples quand même assez explicites. C'est-à-dire, première intervention, il y avait Sainz, il y avait Albon, bon ok. Drapeau jaune, voiture de sécurité, drapeau rouge. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il flottait un petit peu fort à un moment donné, mais on a vu que ça se calmait quand même. Ça nous met relance de la course sous 10 minutes. Tout le monde était prêt. Et là, non, finalement, non, on reste dans les garages. Non, on reste dans la voie descente, ça reste sous drapeau rouge, on repart pas. Alors on a vu cette pauvre voiture médicale Mercedes qui faisait des tours. Bon, c'était bien. Des tribunes qui, à un moment donné, ça se vidait, puis ça se remplissait, puis ça se revidait, puis ça se remplissait. Donc on n'y comprenait absolument rien. Des pilotes qui partaient au fond des garages, on savait pas trop s'ils allaient revenir, etc. Et au bout de 1h30 d'attente, on nous dit ça va reprendre à telle heure. Et concrètement, enfin, que ça soit les commentateurs britanniques, français, belges, oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. Depuis une demi-heure, ils disaient, écoutez les gars, là on voit des éclaircies, et concrètement, allez-y, roulez, quoi. Moi, je me pose la question de savoir, concrètement, les pneus full wet de Pirelli, soit il y a un défaut de conception, soit ils n'ont pas assez tourné avec, ou enfin... concrètement, on parle de conditions extrêmes. Moi, je pense que c'était peut-être plus prudent de partir en full wet qu'en inter, peut-être au début. Maintenant, ça peut être une décision de la direction de course, de dire, écoutez les gars, il pleut, il risque de pleuvoir un peu plus fort, on impose le départ en full wet. Si vous voulez rentrer à la fin du premier tour pour mettre des inters, ok. Mais vous démarrez tous en full wet. Ça peut être, selon moi, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire, tu fais le départ parce que tu sais que le départ, et notamment le premier tour, si tu as eu juste un tour de chauffe, grosso modo, pour savoir où est l'adhérence, etc., c'est quand même un peu précaire.
selon moi, si tu es sur une piste mouillée, quelle que soit l'intensité de la pluie, en partant avec des pneus pluie, normalement, tu limites, tu limites quand même sacrément les risques. Si c'est des bons pneus pluie. Je lance la question à Pirelli. Concrètement, quel est le problème avec les full wet? Et on l'a vu sur la relance. Dans les 5 tours qu'on suivi, tout le monde a abandonné les full wet. Le seul qui espérait pouvoir rester avec, c'était Mick Schumacher avec le résultat qu'on connaît. Mais voilà, c'est-à-dire, ils ont fait, je crois, Vettel a fait un tour. Au bout d'un tour, Vettel est rentré, il a remis les inters. Donc concrètement, oui, la FIA a trop attendu. C'est-à-dire, concrètement, on pouvait repartir avant. Pourquoi ne sont-ils pas repartis avant? Est-ce que le problème venait des pneus? Est-ce que Pirelli avait des craintes par rapport aux pneus que ça n'évacue pas assez? Si c'est le cas, pour moi, la FIA doit revoir son cahier des charges en matière de pneumatiques, notamment en ce qui concerne la pluie. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Et enfin, ça rentre dans un tout. Quand on parlait de communication, enfin, il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est le fait que ils ont l'ami Robert Reid, qui est vice-président pour le sport à la FIA, a déclaré il y a 2 jours que qu'il y avait beaucoup trop de choses qui avaient été dites par spéculation sur le plafond de budgétaire, alors qu'il n'y avait rien qui laissait penser qu'une écurie avait pu dépasser, pour que finalement un jour plus tard tu apprennes que tu as Red Bull, Aston Martin et Williams, soit quand même 3 équipes sur 10 qui ont un cas de dépassement de budget, peut-être. Non mais tu vois, c'est cette communication permanente du flou et qui rentre là-dedans. Tu l'as dit, avec cette histoire de bandeau des 10 minutes. Enfin, il y a un moment, moi, qui marque dans le Grand Prix, je pense que on doit être vers le 17e tour, et Lando Norris dit, il recommence à pleuvoir. Et là tu te dis, moi je me suis dit, en gros, oh non, ça va repartir sur un drapeau rouge, on verra pas la fin de la course, tu vois. Tellement ils ont attendu, ils ont loupé leur fenêtre. Et ça a failli faire ça, tu vois. Ça a failli faire ça. Donc c'est toujours cette attente permanente de la FIA. Et qui en plus, enfin sur ce coup-là, c'est pas les seuls fautifs, mais sur ces points en fin de course, je reviens à ça, mais gâche le titre de Verstappen. Le pauvre, il a fait une saison extraordinaire, il fait une deuxième partie de saison formidable. On s'était même dit ensemble qu'il allait battre le record de victoire à la suite de Vettel. Finalement, il ne l'a pas fait à Singapour. Mais tu vois, il est dans une telle période et tu lui gâches son titre avec ça. Enfin, c'est dingue. Sans compter que concrètement, sur l'incident qui concerne Leclerc, lui concrètement, il est pour rien. Il est même un peu embêté, c'est-à-dire... c'est là où l'amateurisme est quand même flagrant, et on parle quand même de professionnels, enfin au niveau de la FIA, au niveau FIA, quand on parle de Formule 1, on est quand même sur l'élite. Ne pas être capable de présenter le drapeau à damier au moment du passage du vainqueur, pour des officiels, ça la fout mal, quoi. Non, mais oui. Donc ça, le gars, il se fait interviewer. Ensuite, c'est son coéquipier. On coupe la chic au coéquipier, on fait revenir Verstappen pour lui dire: ah, en fait, on t'a pas dit, t'es champion du monde. Première surprise de l'intéressé, même lui, enfin, même s'il a manifesté sa joie, je pense qu'il était super mal à l'aise. Parce que il est resté sur la communication de son équipe. Et puis il a aucune certitude à ce moment-là que ce qu'on lui dit est vrai, quoi. Son équipe lui a dit l'inverse, donc il a aucune certitude. Moi intérieurement, ça m'a fait penser au final de 76 où Hunt était persuadé de pas être champion, et puis finalement Teddy Mayer lui disait: mais si, t'es champion, parce que pareil, au niveau de l'arrivée, grosso modo, personne savait où était qui, quoi. C'était un bazar monumental. Mais bon, là on parle de quelque chose qui a eu lieu quand même il y a 45 ans quand même, donc bon. ça a un petit peu évolué depuis, mais encore une fois, bon, c'est pas la même polémique qu'à Abu Dhabi, bien sûr, mais ça reste sur le côté polémique, et je pense que peut-être les partisans du complot fomenté, alors, si vous en êtes, oui, Suzuka, Honda, Japon, Verstappen, ouais, non, mais c'était cousu de fil blanc, fallait absolument qu'il soit titré au Japon.
c'est votre avis, mais bon, concrètement, c'est plus une mauvaise interprétation de la part des écuries, mais en même temps, une rédaction de la FIA qui Ouais, restait floue, je suis quoi. d'accord, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, à quand un règlement sportif clair, Un enfin, règlement sportif clair et une petite communication parent, claire à propos de ce règlement sportif. C'est surtout ça en fait. c'est C'est ça, ça. Et, ça, pour transiter vers ce dont on voulait parler après, moi il y a aussi un truc, c'est que on a eu des batailles en piste. Ça rentre encore dans cette communication de la FIA. Enfin, la communication, ça passe aussi par la façon de filmer. On le dit depuis 2-3 ans, c'est de moins en moins bien. Et là, la bataille sur la ligne entre Vettel et Alonso, on l'a tellement pas vu que lorsque la FIA a voulu mettre un replay, ils ont été obligés d'aller chercher une vidéo filmée par un fan pour avoir la vidéo. Enfin, on, on est à ce moment-là, quoi. C'est complètement dingue. Enfin, je te laisse parler du midfield, mais voilà, moi, c'est l'image qui me revient en tête, tu vois. Ça fait partie de cette communication-là aussi, tu vois. bah, ça reste, ça, ça fait amateur. Absolument. On a l'impression que quand c'est pas Grand Soleil, etc., quel que soit le directeur de course, la FIA se prend les pieds dans le tapis et ça fait du Absolument. grand n'importe quoi, quoi. Et enfin, concrètement, des grands prix sous la pluie et dans des conditions infernales, il y en a quand même eu un paquet, quoi. Enfin, je veux dire, même à Suzuka, c'est quand même pas la première fois où Oui, il ça pleut, c'est un quoi. autre sujet Enfin, d'ailleurs. C'est un autre sujet. Est-ce que tu dois aller à Spa, Suzuka à cette période de l'année chaque voilà, année pour te dire oh il pleut. Bon, voilà. bah c'est ça. Dans ces cas-là, si tu veux être un peu tranquille, tu fais comme en 95, tu vas à Aida, quoi, hein. Concrètement, je pense que tu vas au mois de mars ou au mois d'avril, Ouais, enfin il t'es faudra pépère, réfléchir quoi, à hein. tout ça, mais bon, bon, on s'égare du sujet. Je voulais te faire parler du midfield avant de terminer vite Ouais, fait et de cette bataille du midfield. entre Alpine et Aston Martin. Midfield, alors, autant devant, Verstappen s'est échappé et derrière, bah voilà, hein, Leclerc incapable de gérer les pneus, remonté par Perez, bon, avec euh, Leclerc qui court-circuite la chicane, 5 secondes, merci, au revoir, qui du fait permet à Verstappen d'être titré. Mais derrière, Ocon, Gasly sous le feu des mauvais projecteurs d'une certaine façon, Ocon, admirable, beaucoup décrié, mais concrètement, une défense sur Hamilton qui était à mon avis plus rapide, plus performant, mais autant on a décrié autant on pouvait décrier la semaine dernière le moteur Alpine, autant là il a fait sensation aussi bien pour Ocon qui a défendu pendant 28 tours sur Hamilton, autant pour Alonso euh, qui, euh, qui était qualifié 7ème, il s'accroche au départ avec Vettel, il se retrouve à un moment donné un court instant en tête de course, il ravitaille à la fin du tour 22, il repart 9ème avec quand même un certain écart, il remontait 2 secondes au tour, il passe Latifi, il passe Russell, et sur la ligne, 11 millièmes de séparation avec Vettel. Un truc de fou. C'est un peu l'arrivée façon Massa et Kobayashi au Grand Prix du Canada, il me semble, c'est en 2012. Un truc de fou. Euh, Merveilleux. Concrètement, là, les vétérans étaient au rendez-vous. C'est-à-dire Vettel qui prend sa retraite à la fin de l'année. Il a livré une course magnifique. On l'a dit, contact avec Alonso, il part au loin, il arrive à revenir. Euh, c'est le premier à s'arrêter une fois la course relancée. Il passe les inters, super pari. Il se retrouve du coup, si je dis pas de bêtises, sixième du coup au jeu des arrêts au stand. Et puis à partir de là, il livre une résistance de toute beauté. Il était à un moment donné même un peu tout seul. Il avait Alonso, mais il arrivait à gérer Alonso. Russell était à bonne distance, Latifi aussi. Donc
on a un finish de fou, mais où là, l'expérience a vraiment parlé. C'est-à-dire, Vettel, on sait qu'au Japon, il est très fort. L'Aston Martin montre également qu'elle progresse, mais il montre que quand ça bouge un petit peu, il sait être présent. Il était déjà en Q3. Et Alonso, une course de toute beauté. Concrètement, ce qui permet du coup à Alpine de récupérer des gros points par rapport au déficit qu'ils pouvaient avoir et du fiasco de la semaine dernière, quand McLaren ne marque qu'un seul point avec Norris. Donc, finalement, sur l'ensemble des 2 Grands Prix, c'est pas que t'es équivalent, mais chacun a eu son temps fort et C'est ça, c'est à toi, à moi, ça continue. Ça continue, et donc, si je dis pas de bêtises, au niveau du championnat constructeur, Alpine est donc à 143, McLaren est à 130, donc 13 points. Et 13 points, on sait que c'est pas grand-chose. absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord et au moins une bataille qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de la saison normalement. Même si on a eu peur après le Grand Prix de Singapour de la semaine dernière que tout soit plié, finalement non. Donc on verra d'ici la fin de la saison. Ça sera. Ah non. Non, il va falloir vraiment regarder les Grands Prix avec des conditions changeantes. Moi, je pense que les 2 pilotes Aston Martin restent à surveiller, même si on leur a tapé dessus. À juste on leur a titre. pas mal tapé dessus à juste titre, mais en début de saison. Je regardais Stroll qui, par exemple, par 17ème, il était déjà 11ème à la fin du premier tour. Donc Stroll, bon, il n'a pas pu, je pense qu'il n'a pas pu faire sa course comme il voulait, et c'est un petit peu dommage. Mais parce que dans tout ce qui est des conditions changeantes, pareil, Lance Stroll, c'est un client. Mais moi, concrètement, par rapport à la semaine dernière, je me suis pas ennuyé. Il a fallu attendre, mais c'était bien. Le seul problème, c'est on avait plus l'impression d'avoir une course sprint du coup Absolument. plutôt qu'un Grand Prix. Et c'est sur ces mots très justes Un peu que dommage. nous allons nous quitter, c'est vrai. On avait un sprint alors qu'il nous en reste un d'ici la fin de la saison, comme quoi. Je te remercie Pierre pour cette émission qui était important de faire, surtout pour la première partie. Voilà. Je pense qu'il faudra regarder le rendu de cette enquête, mais c'est pas la dernière fois qu'on en parle à mon avis, malheureusement. Mais je te remercie en tout cas d'avoir fait tes petites recherches à ce propos et d'avoir récupéré les réactions de tout le monde. Écoute, de rien, merci, merci en retour pour également tes éclaircissements et ta présentation. N'hésitez J'ai pas maté tous les on-board moi j'ai fait ça, j'ai tout regardé tous les on-board pour être sûr parce que c'est pas le seul pilote qui passe devant une grue au drapeau jaune, hein. Il me semble que les derniers pilotes qui passent derrière la safety car il y a déjà la grue, donc j'ai plus les noms en tête. Il me semble qu'il y a une Aston Martin et une Williams. Ça doit être forcément Latifi puisque Albon était sorti. Un travail d'équipe de Multi 21. Absolument. On vous dit, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur les différents sujets qu'on a abordés. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de Multi 21. Salut! Le pouce bleu, la cloche, on compte sur vous. À très bientôt. Ciao!